Nous sommes ici réunis pour discuter de la participation d'Antoine Marquis et Camille Lavaux à l'exposition Tout un film. Vous avez un travail très différent tous les deux, l'un de l'autre, mais il y a quelque chose que vous avez en commun, c'est une sorte de goût pour un caractère inactuel à la fois de vos références et des images que vous produisez. Quelle est cette prédilection pour le ciné noir, pour une période un peu révolue du dessin, voire même pour un caractère un peu obsolète du côté communautaire du cinéma? Mon grand-père était bibliobus en Dordogne, donc je le suivais beaucoup quand j'étais gamine. Et dans ces lots de livres, il y avait énormément de bouquins de la NRF et beaucoup de polars. Le goût pour le ciné, pour le polar est vraiment venu de cette jonction justement entre l'édition et le film. Voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord l'aspect graphique, toutes ces couvertures de livres et tout ça, et qui m'ont amené à approfondir les recherches sur la fiche de ciné, en fait. Et de ce point-là, je suis allée vers des recherches plus approfondies. Enfin, même encore aujourd'hui, hein, je regarde très rarement des films en couleur, en fait. Euh, Parce que je trouve ça extrêmement plastique, en fait. Mhm. Tu vois, enfin, il y a le polar, il y a aussi, je m'intéresse beaucoup au cinéma muet, tous ces décors, donc c'est quand même venu, c'est parti d'un intérêt graphique, éditorial, en fait. Et Ouais. puis, par ailleurs, il y a aussi une structure ou un système de travail ou d'organisation du cinéma qui te passionne aussi parce que tu as créé le Consortium des Prairies et tu Mmh. as créé des fausses maisons de production, tu as créé des faux titres, des faux personnages, des faux acteurs. Ouais. Donc, est-ce que d'une part, tu peux nous parler un petit peu du Consortium des Prairies et de l'autre part, est-ce que tu peux nous dire comment viennent à ton esprit ces noms, ces titres qui sont Ouais. ultra spécifiques et qui font référence à une certaine façon aussi d'annoncer ces films à l'époque. Donc le consortium des prairies, c'est initialement, on va dire, une nomination. Lorsque j'ai commencé à faire des affiches en 2013, donc comme je le précisais avant, moi ce qui m'intéressait, c'était, l'aspect graphique des affiches, le fait qu'elles étaient essentiellement, dessinées, puis de quelle manière était organisée, on va dire, tout ce qui est texte, dans la composition de ces affiches. Je me suis dit: «Il faut que je trouve un label complètement fictif qui puisse être redondant et revenir sur ces séries d'affiches». Et j'ai trouvé, comme totalement par hasard, cette nomination-là, parce que j'étais à la campagne et je me suis dit: «Ah, ça sonne bien», puis ça faisait très penser au consortium Pathé et tout ça. Je me dis: «Bon, ben le consortium des prairies, ça marchera». Enfin, je trouvais ça assez poétique, quoi. Et donc c'était initialement une nomination. Et par la suite, vu que c'est un projet que je développe, depuis plus de 8 ans, en fait, c'est devenu, quelque chose de très normatif, en fait. Quand je parle du consortium des prairies, je parle plus maintenant d'une manière de travailler, on va dire, sur l'archive de ciné, de comment je fais le lien, on va dire, entre, la littérature, le ciné, les adaptations possibles, le graphisme. En fait, pour moi, l'art, c'est un peu la jonction entre la littérature, et le cinéma, en fait. Antoine, dans ta façon, ta démarche de travail, il y a aussi un univers assez inactuel de référence de Lenore Carrington à James Enzo, à la nouvelle vague qui, d'une certaine façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, est devenue presque un petit peu inactuelle de nos jours. Qu'est-ce qui te fascine justement dans ces imageries qui sont assez uniques, qui à la base déjà, parlant par exemple de James Ensor, dont tu t'es inspiré très spécifiquement pour la composition des dessins que tu présentes à tout un film, notamment le dessin hippogriffe. Euh, Qu'est-ce que James Ensor était lui-même déjà un personnage assez isolé et assez unique.
Qu'est-ce qui te fascine justement là-dedans et comment est-ce que tu te situes toi par rapport à ces références que tu manipules? Un peu pour faire le lien avec Camille, je pense que c'est un travail sur la mémoire, je dirais. La mémoire, comment les images travaillent en nous, les images qui nous traversent, qui sont peut-être même fertiles. On ne sait pas très bien dans quel couloir de la mémoire tout ça agit en nous et nous inspire. Puis aussi, je pense que c'est vrai aussi sans doute pour Camille, la France est un sujet qui m'intéresse et notamment la France un peu ancienne, un peu. On vit dans un pays qui avec une histoire là, très ancienne, très sédimentée, souvent douloureuse, pas seulement, mais aussi souvent douloureuse. Même un pays parfois un peu moisi, on peut dire. Et ça m'intéresse. Toutes les typologies de la France qui s'accumulent comme ça. Donc là aussi, il y a une mémoire. Là aussi, ce sont des lieux. Et le cinéma, évidemment, revisite, ou le cinéma de Clouzot, par exemple, mais ou de Franju. Et je vais revenir à Ensor ensuite, mais qui lui aussi était un grand nostalgique. Donc voilà, donc en fait, ce cinéma français du polar, moi aussi, je l'aime beaucoup, parce qu'il revisite cette France que j'ai un peu traversée moi-même dans mon enfance, avec une enfance qui était assez étrange, parce qu'elle se divisait entre une partie dans une cité HLM, dans une petite ville à La Roche-sur-Yon, une ville sans aucun intérêt, on peut le dire, euh, une cité HLM, et puis d'un autre côté, chez ma grand-mère, une famille, la famille Marquis, beaucoup plus ancienne, beaucoup plus prestigieuse, mais qui en même temps avait été totalement déclassée, donc dans un château un peu délabré. Donc tout ça, forcément, ça a fait un mélange chez moi, à la fois nostalgique et en même temps pas non plus complètement dupe comme ça d'un prestige qui peut vite disparaître. Donc tout ça a travaillé en moi comme une sorte de théâtralité, quoi. Voilà, des fantômes qui traversaient le château de ma grand-mère un peu hanté. Et chez Ensor, c'est très très présent aussi cette théâtralité, ce carnaval grimaçant, lui-même vivant dans la boutique de sa mère, je crois, de ses parents, qui vendait des objets souvenirs à stand, des objets un peu de pacotille, d'exotisme comme ça, un peu désuet. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je suis très attaché à Ensor, qui en plus est vraiment un artiste très à part, quoi, d'ailleurs qui se pensait plus musicien que peintre, et c'est ça qui est quand même assez amusant, et qui nous semble encore aujourd'hui hyper vivace. Et en fait, Ensor, pour moi, il est très important parce qu'il est à la charnière de deux artistes que j'aime beaucoup, qui sont d'un côté Antoine Watteau et de l'autre côté Philippe Guston. Ensor est vraiment entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est beaucoup inspiré de Watteau, là aussi les scènes galantes de Watteau, un peu mystérieuses et un peu inquiétantes. Et en même temps, cette pâte très épaisse, très traumatique, ce rose là, ce rose chair que Ensor a beaucoup utilisé, qui existe aussi chez Philippe Guston. Voilà, donc c'est un peu ces trois artistes-là qui sont très fondamentaux chez moi, et en peinture et en dessin aussi beaucoup. Tu as dit un mot qui est assez parlant et qui est très très fort. Et je pense qu'on ne peut pas l'éviter justement, c'est le mot nostalgie. Camille, est-ce qu'il y a une certaine nostalgie parce que vous avez tous les deux fait référence à votre enfance? Que je me retrouve complètement là-dedans, dans ces réminiscences d'une France, alors qui, dans ma famille, se réfère à une unique personne qui est ma grand-mère, parce que tout le reste de ma famille est lié soit à l'Espagne, soit à l'Algérie. Donc en fait, il y a cette grand-mère-là du Périgord qui est un peu une référence sur toute cette France-là de la Seconde Guerre, en fait. Quand je travaille, je me sers beaucoup d'archives familiales, enfin du moins, j'en ai pas beaucoup, mais elles sont, on va dire, des socles narratifs. En fait, je pars de peu de photos que j'ai, et à partir de ça, moi, ça me permet de traiter de la fiction un peu d'un point de vue à la fois très personnel, mais aussi historique, quoi. C'est-à-dire qu'une photo, je sais pas, de Nana tondue sur le parvis du tribunal à Bergerac raconte beaucoup de choses, quoi. Et
Et en fait, quand j'étais gamine, elle me montrait sans arrêt ses photos, en fait. Elle me parlait de son beau-père qui avait été emprisonné au Fort du Ha. Enfin, c'est que des histoires de trajectoire. En fait, mon travail, j'ai l'impression que d'un point de vue, on va dire, graphique, tout autant d'un point de vue de la recherche, il y a une espèce d'itinérance et de cheminement perpétuel, en fait, en partant d'un petit détail, d'une petite photo, et qui va m'amener dans des digressions qui ne se terminent jamais, en fait. Comme Antoine, il y a un aspect mémoriel qui est très important parce qu'elles sont liées à nos générations. Quand on parle de l'exil de l'Algérie, c'est des sujets qui sont extrêmement tus, donc il en reste que très peu de choses. Alors c'est une mémoire orale, très succincte, tout autant que la mémoire de mon grand-père liée à la guerre d'Espagne, quoi. C'est des bribes d'histoire que moi, je réinjecte dans la réalisation possible d'affiches de ciné, dans des planches BD qui sont des bases pour potentiellement réaliser un docu, un film, j'en sais rien. Il y a vraiment quelque chose de très extensible, mais qui est toujours lié, malgré tout, à une thématique personnelle, historique, et qui pour moi est commune, en fait. Enfin, si je traite de ça, c'est que ça parle à tout le monde. Il n'y a pas du tout, parce que je note ça, parce qu'on me dit souvent, oui, il y a un aspect vintage, ça n'a absolument rien à voir. Traiter un point de vue, une historicité graphique, je ne fais pas que ça pour le plaisir des yeux, hein. C'est réintégrer ces thématiques-là maintenant, ça fait sens en fait pour moi. Enfin, traiter de la Seconde Guerre mondiale, si j'ai envie d'en reparler maintenant, c'est que je trouve qu'en 2021, il y a énormément de réminiscences là-dessus aussi, quoi. Donc, pour revenir à ce que tu me demandais tout à l'heure sur les noms, par exemple, qui figurent sur ces affiches-là, ce sont soit des gens de ma famille, justement, soit des proches d'amis. Donc, ce sont des personnalités complètement singulières que j'ai envie de signifier sur des affiches, comme si c'était des personnalités héroïques d'un quotidien, quoi. Et je me réfère aussi à par exemple, je cite tout le temps ça, j'ai un livre sur les martyrs de la Seconde Guerre, les martyrs de l'Ardèche, et je puise quasiment tous les noms de mes affiches là-dedans, parce qu'il y a une sonorité qui va bien avec l'époque et tout ça, mais ce sont des gens qui ont réellement existé, en fait, que je connais ou que je ne connais absolument pas, quoi. La réalisation de ton travail et de ton œuvre graphique, les posters, les bandes dessinées / storyboard, et la bande-annonce d'un film qui n'existe pas, qui s'appelle La vie souterraine. Ça m'intéresse vraiment parce que je me suis posé la question, est-ce que ce film a besoin d'exister? Parce que dans nos premières conversations, tu m'as dit oui, oui, je veux réaliser ce film. Tout ce travail va en direction d'un potentiel film qui est très difficile à réaliser, parce que faire un film, ce n'est pas du tout la même chose que de dessiner tout seul dans un coin. Et je me suis fait la réflexion que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont réalisé des films avec leurs iPhones. Quand on veut réaliser un film, on peut y arriver quand même. Est-ce que c'est nécessaire de réaliser ce film? C'est une question fascinante qu'on m'a posée lors de l'expo. En fait, finalement, je crois pas, en fait. J'étais sûre. Franchement, plus le temps passe, plus je me dis, est-ce que c'est bien nécessaire, quoi? Parce que tout ce travail-là en amont, il est bien plus important qu'une finalité filmique. Enfin, je te parle au jour d'aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, ça va rechanger, mais j'en suis pas certaine, en fait, parce que du fait que je suis perpétuellement insatisfaite, je pense que si je réalisais un film, je trouverais ça nul, en fait.
Donc, je préfère peut-être me contenter des étapes de recherche voilà, qui renvoient à des recherches comme je nomme, de storyboard de luxe. En fait, la vie souterraine, en fait, j'ai ce projet-là, ça fait 3 ans que je suis dessus. Un scénariste m'a aidé à bosser dessus. Je l'ai toujours pensé en image cinématographique, mais là, c'est une BD, en fait. C'est-à-dire que j'ai le scénar qui est tout prêt, ça devient une BD. Donc après, une fois quand la BD existera, je sais pas ce que je vais en faire, quoi. Je fais le lien justement avec Antoine, qui lui aussi établit une sorte de jeu de miroir avec toutes ces références, et qui finalement, en regardant ton hippogriffe de James Ensor, dont tu m'as envoyé l'image hier soir, et en regardant les dessins que tu as produits pour tout un film, et en faisant un peu le lien avec le travail de Camille, je me suis dit qu'il y avait une composition extrêmement intéressante, mais le parallèle avec le poster de film ne me serait pas arrivé à l'esprit si vous n'étiez pas en train de discuter avec moi tous les deux en même temps. Mais en effet, il y a une composition tout à fait étonnante, bon, sans langage évidemment, mais qui ressemble un petit peu au poster des films où tu essayes de raconter plein de choses et de créer une Complètement, oui, oui. D'additionner des éléments oui. qui sont l'amorce d'une narration, ou même des éléments un peu sexy, hein, des éléments voilà, qui sont un peu affriolants. Oui, oui, c'est un peu construit comme ça. Et sur le dessin de James Ensor, en fait, ce qui m'a rendu comment dire, possible de travailler d'après ce dessin, c'est qu'il est assez unique dans le travail d'Ensor. C'est presque, il a lancé ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas très bien d'où vient ce dessin, si c'est parce qu'il est un peu théâtral aussi, il y a presque un peu un décor de théâtre, même s'il a fait des dessins qui additionnent des choses, mais ce n'était pas du même ordre. C'est toujours intéressant chez un artiste qu'il y a une chose unique, on a l'impression qu'il jette une bouteille à la mer, et donc on peut la reprendre. Oui, là, on se sent légitime parce que justement, il n'a pas du tout épuisé la chose. On a l'impression qu'on peut s'autoriser de reprendre ce type de travail. Et donc, ce dessin me fascinait depuis assez longtemps, mais sans avoir vraiment trouvé une manière de le reprendre à mon compte, avec mes éléments graphiques et ma mythologie, disons. Et puis, en fait, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. En fait, il y a eu voilà, le sujet du cinéma est arrivé avec cette exposition. Et puis, j'ai pensé, là aussi, La Montagne Sacrée, ça faisait longtemps aussi que je l'avais à l'esprit sans trop savoir. Et puis voilà, et puis les choses se rencontrent, et puis tout d'un coup ça fusionne. On a une idée un matin, on se dit mais tiens, si j'essayais le mélange des deux, parce que les deux sont très baroques. Il y avait aussi Gustave Moreau dans le lointain qui était là aussi, qui faisait ce genre de composition. Et c'est bien parce que j'avais jamais dessiné de cette manière-là, en additionnant, en mélangeant, en combinant plusieurs scènes, plusieurs situations en même temps, comme sur une affiche de cinéma. Et en ça, c'était très intéressant. Et j'aurais peut-être même jamais trouvé, il fallait voilà, qui comme ça une sorte d'impulsion, une commande qui rend possible la chose. Sur la nostalgie et le cinéma, il y a deux choses. Parce qu'effectivement, il y a cette nostalgie qui est très forte chez Camille et chez moi, ça c'est sûr. Voilà, la France, comme je disais tout à l'heure, et notre enfance, et qu'est-ce qu'il en reste, et qu'est-ce que c'est, en quoi c'est encore actif. Mais ma démarche aussi n'était pas que nostalgique non plus. C'est-à-dire que moi, je fais partie d'une génération, typiquement la génération qui était très, 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 très fan, on va dire, du cinéma de Cronenberg, par exemple, d'Argento, de Lucio Fulci, du cinéma bis italien, ou le cinéma d'horreur américain, ou le cinéma expérimental, qui n'avait pas du tout ces lettres de noblesse dans les années 90. Donc là, ce n'était pas de la nostalgie. J'étais aussi, je faisais partie d'un groupe d'artistes. Là, on n'était pas nostalgique. Là, au contraire, il nous semblait qu'il y avait un cinéma présent, hyper intéressant, hyper riche, hyper puissant, qu'il fallait défendre, qui nous semblait même une avant-garde presque davantage que d'autres formes de cinéma expérimental qui se présentaient comme étant d'avant-garde, alors que
Il me semblait que dans le western spaghetti, par exemple, il y avait des choses merveilleuses, hyper fortes. Donc, c'était pas que de la nostalgie non plus. C'était pas que tourner vers un passé. Il nous semblait qu'il y avait aussi un présent, mais un présent qui était un peu voilà, dans les secondes zones, quoi, dans le second rayon, on va dire, du magasin, qu'il fallait un peu mettre en tête de gondole, quoi. En tout cas, donner un peu des lettres de noblesse à une sorte de cinéma très populaire, très pop, euh, qui nous semblait, oui, assez profond. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, et je pense qu'il y a encore un autre pont entre vous deux de relations et tu y fais référence, je voulais y venir, donc merci. La question justement, enfin deux questions en fait, la question du populaire et puis par ailleurs la question aussi d'aller au-delà des limites de ce qui est considéré les arts plastiques ou les arts visuels, enfin cette tension entre un art un peu élitiste et un art populaire, des références élitistes et des références populaires. Et chez vous deux, il y a justement cette tension entre un univers qui est des arts plastiques, qui est assez contenu dans un certain milieu, et une envie, j'ai l'impression, d'aller vers un autre univers qui est beaucoup plus tangible, qui est truffé de références, comme tu disais, un petit peu aguichantes dans les scènes que tu mets, que tu cherches à créer dans les dessins de tout un film, par exemple. Elles sont un peu aguichantes, elles sont un petit peu séductrices, elles sont mystérieuses. Il y a un ésotérisme de pacotille, je prends tes mots justement quand tu décrivais ton travail. Est-ce que tu es d'accord avec cette lecture? Oui, absolument. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a souvent, on fait deux catégories, qui sont la catégorie la culture savante, universitaire, et la culture populaire. Mais moi, j'ai l'impression que je viens d'une autre forme de culture, qui est la culture indépendante, en fait. L'indie pop, on va dire, qui était aussi la musique que j'écoute, hein, que j'écoutais. Euh, Moi, je viens vraiment de cette culture-là, qui serait une espèce de, je ne sais pas très bien comment c'est l'indie pop. Ce serait une espèce de populaire, une aristocratie populaire, ouais, quelque chose de justement ni élitiste ni complètement populaire, mais qui vient de la culture populaire, une culture voilà, d'un certain divertissement et en même temps avec quand même une recherche un peu affinée, oui, très indépendante, pas non plus si commerciale que ça, pas non plus. Donc voilà, une culture ni complètement intellectualisée et ni non plus vouée au mainstream le plus stéréotypé. Donc voilà, pour moi, la culture indie, c'est très, très importante. Et souvent, je désigne ce que je fais comme indie pop. Voilà, c'est-à-dire pop indé. Moi, ça me va très bien, c'est la musique que j'écoute. Et justement, Camille, je me demandais par rapport à ces questions de référence au-delà des arts plastiques, euh, qu'est-ce qui est important pour toi dans cette espèce d'intertexte avec le cinéma? Est-ce que c'est justement cette question, cette culture indépendante, un certain lien avec un type de public différent et des attentes différentes? Comment est-ce que tu te retrouves dans ce que Antoine vient de décrire justement? Et comment dire, moi, ce qui me fascinait dans cette esthétique-là, c'est surtout, on va dire, l'histoire du ciné, où les gens, enfin, j'adore ces images des années 50 où on voit des queues incroyables pour aller voir des films, où il y a une espèce comment dire, de foisonnement graphique, illustré pour aller voir, pour aller au cinéma. J'aimerais qu'il y ait le même rapport quand les gens vont dans une galerie, en fait, ou dans un musée. En fait, je fantasme vraiment ce truc-là pour justement un peu briser cette culture d'en bas et culture d'en haut, en fait. Pour moi, c'est vraiment un prétexte à, à initier les non-initiés, en quelque sorte. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, parce que je peux m'ennuyer dans des galeries comme n'importe qui, mais j'aspire vraiment à quelque chose de populaire. Enfin, j'ai toujours fait du dessin et pour moi, le dessin est le médium le plus identifiable et compréhensible par n'importe qui, en fait. Enfin, les gens qui connaissent rien à l'art contemporain, ils sauront fatalement lire un dessin. Ils comprendront automatiquement, en fait, quelle que soit sa forme, que ce soit une affiche,
que ce soit, quelle que soit sa technique, il y a quelque chose d'important pour moi dans le dessin parce que tout le monde peut le comprendre. Le dessin peut fédérer en fait les publics, quoi. Enfin, ça a un aspect très simple en termes de compréhension, quoi. Et l'affiche d'autant plus, en fait, je trouve. Et donc, Antoine, justement, parlant de dessin, raconte-moi un petit peu comment est ta technique, justement, et quel est ton rapport au dessin, parce que j'ai l'impression que tu t'y penches tout le temps, mais tout en essayant de le détourner un petit peu. Oui, complètement. Je m'intéresse plus aux images qu'au dessin. Alors, c'est comment faire des images à partir du dessin. J'aime bien le dessin par ailleurs, mais je trouve intéressant toujours d'étendre un peu le domaine voilà, du dessin. Et j'aime bien quand on ne sait plus très très bien ce qu'on regarde. Donc ça devient une projection, donc une image, euh, une chose un peu indirecte. Et, euh, et donc en fait, c'est vrai, pendant assez longtemps, j'ai cherché une technique de dessin qui offre un grain particulier, voilà, le grain de l'image, le grain du dessin, qui peut d'ailleurs peut-être rejoindre le grain du cinéma, hein, de l'image photographique aussi. Ce petit flou là comme ça qui vient harmoniser l'ensemble, qui vient un peu aussi se dissoudre. Ça m'intéresse comment un dessin qui se dissout a un effet psychologique sur le spectateur où lui-même le spectateur se dissout dans l'image. Il y a quelque chose là que je trouve intéressant, une sorte de phénomène assez puissant, comment on se perd dans une image, et notamment par le flou, par le grain, par une diffusion, par une trame. Et donc, j'ai cherché assez longtemps sans trouver. Mais alors, c'est toujours pareil. Après, c'est par truchement, par accident, on trouve la bonne toile qui réagit bien, la bonne peinture posée de telle manière, au pastel posé aussi de telle manière, pas complètement directement. Enfin voilà, on trouve des artefacts, des subterfuges, des trucs et astuces comme ça, une petite cuisine. Puis en plus, c'est toujours intéressant pour un artiste d'avoir sa petite cuisine, d'avoir ses petits secrets. C'est comme ça aussi qui est très agréable dans le laboratoire qui est l'atelier, un peu alchimique comme ça. C'est toujours intéressant d'avoir son petit secret, quoi. Pour l'exposition, ça faisait déjà quelques mois que j'avais trouvé cette technique de dessin au pastel, qui est à la fois un dessin très sec et en même temps qui est un peu granuleux, voilà, qui donne un peu un sentiment d'un dessin pas complètement fixé, qui est un peu dans l'effacement. Là aussi, hein, la nostalgie joue, un dessin voilà, qui va disparaître, qui est en train de disparaître sous nos yeux, en tout cas qui donne cette impression-là. Et donc, ça me semblait aussi aller parfaitement avec La montagne sacrée, qui est typiquement un film de Jodorowsky dans le sens où alors là aussi, l'alchimie, le dessin cartomancien, les vieux grimoires, alors là, on y va à fond là-dedans. Et donc, ça me semblait congru avec et le sujet et ma technique de dessin, qui ressemble un peu à de la vieille gravure comme ça, de dessin un peu magique. Antoine, justement, on arrive un petit à la question de la narration et de comment l'histoire surgit. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que évidemment, tu vas puiser des images dans des narrations, mais bon, déjà, Jodorowsky, c'est pas vraiment une narration très linéaire. Est-ce que toi, tu te racontes des histoires par rapport à ces personnages? Est-ce que la narration est importante pour toi? Ou est-ce qu'au contraire, quand tu regardes le cinéma et quand tu produis tes images, justement, l'idée, c'est de casser une possibilité de narration et de personnages même, de construction de personnages? C'est vrai que non, peut-être c'est plus un travail de fragmentation, effectivement, plutôt que de créer vraiment une linéarité lisible qu'on puisse suivre. Non, c'est peut-être plus effectivement, tu as raison, de découper les choses, de refaire un puzzle ou de défaire le puzzle. Je ne vais pas chercher dans tous les cinémas, parce que ce serait un espèce d'océan là infini dans lequel je me perdrais. Et donc, je voulais juste te dire, il y a effectivement le film de Jodorowsky là, sur lequel j'ai travaillé, et sans doute que j'y reviendrai. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. J'essaie d'être un peu fidèle aussi, comme ça.
Il y a eu aussi Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette. C'est un film que je n'ai pas choisi par hasard. Alors peut-être qu'il y a aussi la nostalgie parce que c'est là encore un film des années 70, donc il est possible que ça joue. Et là, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il y a aussi une forme d'ésotérisme. C'est comme le film de Jodorowsky, c'est un film un peu imparfait. Donc imparfait, donc très poreux. En fait, on a le droit d'y aller parce que, quand je dis imparfait, parce que où c'est trop long, où on a trop, où il y a des choses qui ont mal vieilli, ça cabotine beaucoup trop, les actrices sont très très en roue libre. C'est un film que j'aime beaucoup par ailleurs, mais voilà, quand c'est réussi à moitié, quand il y a plein d'aspérités comme ça, c'est là où on peut, me semble-t-il, le faire et le défaire et le rejouer, ou moi j'aurais fait comme ça, enfin vous voyez, ça c'est intéressant, ça devient un moteur dans lequel on peut rentrer, quoi. Un moteur un peu bricolé qu'on peut rebricoler. Et donc le film de Rivette rejouait, alors là c'est pas du tout le délire jodorowskien, c'est tout le contraire, c'est un autre aspect qui m'intéresse. Au contraire, il y a des scènes dans ce film extrêmement calmes, extrêmement posées, de scènes bourgeoises, même complètement, on va dire, dévitalisé, mortifère. Alors là, c'est vraiment la France, typiquement, qui a aussi chez Chabrol, d'une bourgeoisie totalement dans les apparences et avec un drame sous-jacent. On sent bien que le vernis culturel peut craquer à tout moment. Et donc, c'est ça qui m'intéressait aussi. Donc, là aussi, je reviens à cette vieille France qui m'intéresse dans le film de Rivette. Et donc, dans le film de Rivette, là aussi, c'est une narration un peu éclatée. On ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Et donc, voilà, tout ça pour dire voilà, ce qui m'intéresse, oui, c'est pour répondre à ta question, oui, ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire qui m'intéresse. Au contraire, plutôt, oui, fragmentaire, au spectateur de se faire son propre film. Ce n'est pas très grave, enfin, c'est même pas grave du tout qu'il n'ait pas vu le film. De la même manière que j'ai fait les dessins de Jean Bouise, l'acteur Jean Bouise, qui est un acteur comme ça de second rôle, qui me semble graphiquement très intéressant, une figure à la fois très élégante et très discrète. Les seconds rôles, c'est intéressant parce qu'ils sont complètement furtifs et souvent ils sont très très caractérisés, donc en cela ils sont très attachants et en même temps on les perd. Donc, le dessin permet aussi de les retrouver. Il y a un geste comme ça un peu primaire, mais c'est aussi un moyen de retrouver les choses ou de les fixer, de leur trouver tout à coup une fixation, ouais, c'est ça. Et donc Jean Bouise, graphiquement, il est intéressant. Déjà, il y a ça. C'est comme la sensualité féminine. De toute façon, il y a un plaisir à les dessiner. C'est aussi bête que ça, hein. C'est agréable à dessiner. C'est comme des chevelures ébouriffées, c'est super intéressant à dessiner. Voilà, c'est aussi basique que ça. Et donc Jean Bouise, il est intéressant à dessiner parce qu'il est à la fois beau et moche. C'est une sorte d'Humphrey Bogart un peu franchouillard. Et c'est pas, sans que ce soit péjoratif d'ailleurs, mais et donc Jean Bouise, il m'intéressait, mais si on ne le connaît pas, c'est pas grave. Voilà, c'est ce que je veux dire aussi. C'est pour ça que c'est pas non plus qu'une narration où il faut avoir connu le film ou connaître les épisodes précédents, c'est pas grave. Jean Bouis, c'est aussi une figure masculine qui m'intéresse. Voilà, dans ce sens d'un physique très particulier, ni beau ni laid, à la fois héroïque et pathétique. Voilà, ça m'intéresse. Mais voilà, ce sont les affects, en fait, ce sont des émotions un peu furtives qui m'intéressent. J'ai fait un dessin où il y a Jean Bouise, Melville, Marielle et un autre acteur de second rôle dont j'ai oublié le nom qui joue dans plein de films avec Eddie Constantine. Te redire le nom, mais il est intéressant à dessiner, ouais. Oui, voilà. Parfois, tout ça n'est qu'un prétexte à dessiner. Hein. Vous n'avez pas du tout le fantasme d'être dans un type de production comme celle collectif, comme la production typiquement cinématographique. Vous êtes plutôt content d'être isolé dans votre studio et plutôt heureux de travailler comme ça, ou est-ce qu'il y a une part de fantasme par rapport à ces types de production? Le fantasme quand même pas mal, hein. Lors des tournages, on était au maximum 20 et je trouvais ça fabuleux, justement du fait que la pratique du dessin est quand même très autistique quand on passe
10 heures par jour, tout seul à préparer ça et être vraiment ensuite dans un environnement qui peut être lui aussi dessiné ou tout autre, c'est jubilatoire. Enfin, moi, je trouve ça fabuleux de pouvoir passer de cet isolement au collectif, quoi. Après, c'est compliqué à mettre en place. Pour les bandes annonces, je ne sais sincèrement pas comment j'ai réussi à faire ça parce que j'ai essayé de refaire ça cet été, enfin, essayer de chapeauter un possible tournage et c'était extrêmement compliqué. Enfin, ça demande une énergie folle et ne serait-ce que faire un doodle pour essayer de réunir 20 personnes, ça m'épuisait déjà en fait. Mais tu travailles en collaboration quand même. Tu parles souvent Ouais, de plus collaboration, souvent qu'avant. illustration aussi. Ouais, Parle-nous un petit peu de cet aspect-là collaboratif du dessin pour toi. la suite logique pour moi quand on dessine tout le temps, c'est qu'à un moment donné, on aspire à ce que ce travail-là, il puisse être potentiellement animé, enfin qu'il ait une seconde vie, quoi, qu'un dessin d'un simple décor, il soit ouais, qu'il ait une orientation animée. Alors ça m'a pris beaucoup de temps parce que je me disais avant d'arriver à faire ça, il faut que je maîtrise tout un tas de logiciels, de supports et je suis pas du tout là-dedans. Je déteste bosser sur l'ordi. Donc, en fait, j'ai mis du temps avant de me dire, bah, en fait, il s'agit simplement de collaborer, de travailler avec des gens qui seraient prêts à m'aider là-dessus, quoi. En dehors généralement, ce sont des amis très proches parce que il y a toujours la question financière, quoi. Et par exemple, là, tu vois, j'ai une bande-annonce qui est en stand-by parce que j'ai pas les moyens de rémunérer mes amis pour poursuivre l'animation de tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment, j'avance à tatillon, une manière, comme disait Antoine, fragmentaire perpétuellement, quoi. D'où le ciné, c'est une temporalité qui est autre. On connaît tous les aléas de faire de la rédaction, de l'admin pour faire des dossiers dessus pour que ces projets ils existent autrement. Donc, pour moi, le dessin est le moyen de poursuivre parallèlement un projet filmique, en fait. C'est-à-dire que je dis toujours que j'ai un protocole de cinéma inversé, c'est-à-dire que je vais commencer par l'affiche, je vais faire tout ce qui peut en découler, c'est-à-dire des réclames, des possibles dessins qui met où sont mis en page des bribes de films, des choses comme ça, avant d'arriver au potentiel film, quoi. Je comble le temps par la réalisation de dessins qui nourrissent le film, en fait, quoi, qui n'existent pas. Alors, dernière question, justement parlant de questions pragmatiques et financières, si vous aviez un énorme budget d'1 million, 2 millions, 3 millions, rêvons, est-ce que votre pratique changerait, justement? Antoine? Non, je crois pas. Alors, il faut essayer d'être honnête à cette question parce que c'est pas si simple. Non, mais je crois pas. Franchement pas. C'est pas pour ça que je me mettrais à faire par exemple, des grands formats ou des installations gigantesques. Je pense pas. Je pense que, enfin, là aussi, ça peut paraître très prétentieux, mais je pense que si j'avais voulu faire des films, j'aurais mis tous les moyens pour faire des films. Peut-être que j'aurais réussi à en faire. Bon, c'est difficile à dire, mais j'ai quand même l'impression d'être à peu près ajusté avec comment dire, mon idée que je peux me faire des images qui pourraient manquer, on va dire. C'est-à-dire, moi, je défends le petit format, ce qui n'est pas non plus si difficile que ça, mais qui ne rentre pas non plus exactement dans des codes de formes d'art plus spectaculaires, souvent, on va dire. Donc, en fait, non, moi, je ne peux pas dire que je changerais radicalement
ma pratique, sans doute, non, sans doute pas. Très honnêtement, pas. C'est une question qui n'est pas simple, mais ce que je fais, c'est ce que j'ai envie de défendre. Voilà, c'est pas un retranchement, c'est pas une négociation comme on peut avec ces petits moyens, on va dire. J'ai pas cette impression-là. Et toi, Mais bon, Camille, j'en sais rien. je te mets dans une situation, je te mets dans une situation compliquée parce qu'on vient d'admettre que finalement, peut-être que ce film ne se réaliserait jamais. Mais imagine que tu as un budget incroyable. Est-ce que ta pratique changerait justement? Absolument pas. Je rejoins toujours ce que dit Antoine quand il parlait de ces dessins, du bricolage qui va avec. Moi, ce qui me fascine dans le ciné, c'est tout ce bricolage du décor. En fait, je ne peux pas m'empêcher de penser à Melville qui tournait quasiment tous ses films chez lui dans les studios Janssen, en fait, parce qu'il... Enfin, je trouve ça fascinant quand on connaît un peu sa filmographie, d'arriver à identifier que tel couloir, c'est tel endroit, que la porte est toujours la même, que l'escalier est toujours le même. Si j'avais de l'argent, je ferais tout à fait la même chose, mais un bricolage, on va dire, plus soutenu, quoi. Mais je resterais là-dedans, quoi, parce que je trouve ça complètement... fascinant, cet aspect un peu, cette maladresse-là du ciné est hyper belle, en fait. Et donc, pour vous ramener maintenant au temps présent, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous êtes vraiment dans cette esthétique très particulière à laquelle vous faites référence et que vous travaillez dans vos dessins, ou est-ce que vous regardez des films contemporains et est-ce que vous êtes friand de séries télévisées, etc., ou pas du tout? En fait, je regarde des films de manière très sérielle, c'est-à-dire c'est par moment. Il y a un moment où je vais regarder énormément de choses et pendant 5 mois, je vais plutôt regarder des images, mais qui ont toujours un attrait cinématographique, quoi. Mais je regarde peu de choses actuelles. Enfin, c'est un peu raide à dire, mais non, je suis dans mon petit monde, mon petit truc. Je sais pas. Antoine? Alors moi, dans mon cas, juste une petite question aussi sur le collectif. C'est vrai que c'est un travail solitaire, le dessin, et d'ailleurs c'est une solitude qu'on aime, Oui. une sorte d'île déserte qu'on adore, mais en même temps, moi, ça me suffirait pas. J'ai quand même toujours travaillé en collectif, hein, toujours, même du collège jusqu'à maintenant. J'ai toujours travaillé avec des gens avec qui échanger des idées, se donner des défis, partager la même culture. Donc en fait, même quand je faisais des fanzines, on se rencontrait dans des librairies un peu extraordinaires. Donc voilà, j'ai jamais été non plus complètement solitaire. Il me semble même qu'être trop solitaire, ça peut même être un peu trop lourd, trop difficile, trop même un peu mortifère. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours eu besoin quand même qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait de l'humour, du partage. Et puis oui, une sorte de défi qu'on s'envoie les uns les autres, une énergie, une vitalité donc, qui me semble très importante. Ensuite, il y avait une autre chose aussi dont je voulais parler, c'est pour être très rapide, c'était aussi le fétichisme. En fait, il me semble que si on ne fait pas de cinéma nous-mêmes, c'est parce que, enfin moi dans mon cas, c'est que je fétichise pas du tout les outils du cinéma, à vrai dire, ou même la musique. Pour être musicien, il faut aimer les instruments de musique. Voilà, c'est aussi bête que ça. Moi, ce que j'aime, c'est les pinceaux, les crayons, la toile, le liquide. Voilà, il faut aussi aimer de manière vraiment physique. Pour justement y passer 10 heures par jour, c'est vraiment une question dans avec quels éléments on a envie de travailler. Et en fait, moi, les caméras, tout ça ne m'intéresse pas du tout, en fait, ou très peu, en tout cas pas suffisamment. Il faut aussi, la dimension technique, elle est quand même aussi assez importante. Et donc aussi, ta dernière question, c'était, je ne sais plus, ah oui, par rapport au cinéma d'aujourd'hui,
Bah moi, de toute façon, ça m'intéresse toujours, hein. Moi, je j'ai pas l'impression non plus, c'est pour ça que je suis pas non plus, que nostalgique, vraiment pas. Moi, les choses, actuelles, totalement actuelles, m'intéressent, complètement. Je regarde pas beaucoup de séries parce que je trouve ça un peu trop long, heu et souvent les séries, ça décline, c'est donc c'est ça qui m'énerve un peu, c'est que ça s'arrête un peu trop tard, mais j'ai peut-être tort, il y a aussi quand même des très bonnes séries, il faut pas exagérer. Mais le cinéma actuel, oui, oui, m'intéresse, les productions actuelles m'intéressent pleinement. Mais alors ce qui est rigolo, c'est que de toute façon, actuellement, il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de peintures, figuratives, donc de j'ai pas non plus l'impression d'être décalé complètement avec mon époque, ni même avec ce que peuvent faire des gens, plus jeunes. En fait, le dessin est plutôt en forme, et ça c'est bien. C'est montré dans les expos. Il y a beaucoup d'expos de dessin, sur le dessin, dans les institutions, dans les galeries privées, où il y a une actualité du dessin. Voilà, ça m'intéresse. Si le dessin était une chose complètement passée, passéiste, quand même, il m'intéresserait moins. Voilà, ça ne me suffirait pas, quoi. Ouais. Ben, merci Voilà. beaucoup. Je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter un petit peu et de décliner, d'explorer un petit peu vos pratiques et vos démarches. Ça a été un vrai plaisir. Et puis à bientôt pour d'autres projets et en tout cas dans l'exposition aussi.